Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré aux accidents du travail causés par les tiers et à leurs conséquences en matière de cotisation accident du travail. Je suis David Astier-Dupuis, je suis chef de projet au sein de la direction du développement de la société Aiming. Et pour présenter ce webinaire, je suis accompagné par Maître Guy de Foresta. Bonjour. Excusez-nous, apparemment le son était coupé, donc je reprends. Je demandais à Maître de Foresta de nous expliquer quel était le principe qui était édicté à l'article L451-1 du Code de la sécurité sociale et qui prévalait en matière de législation sur le risque professionnel. Oui, alors pour comprendre ce principe, vous savez qu'en matière de responsabilité civile, le droit commun offre à la victime la réparation intégrale de son préjudice. Mais justement, en matière d'accident du travail et maladie professionnelle, il n'en va pas ainsi. En contrepartie de la présomption d'imputabilité, qui dispense le salarié victime d'établir la faute de l'entreprise, c'est-à-dire un lien de causalité entre ses lésions et l'activité professionnelle, le salarié a droit seulement à une réparation forfaitaire, c'est-à-dire des prestations en nature, des indemnités journalières pour son incapacité temporaire de travail, un capital ou des rentes pour son incapacité permanente partielle. Et en contrepartie, effectivement, il n'a pas d'action en réparation de droit commun. C'est ce qu'énonce l'article 451.1 du Code de la sécurité sociale, selon lequel aucune action en réparation des accidents et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou par ses ayants droit. Alors, y a-t-il des exceptions à ce principe selon lequel la victime ne peut pas agir en réparation sur le fondement du droit commun à la victime ou ses ayants droit d'ailleurs? Oui, bien sûr, vous savez, en droit, il y a des principes, il y a toujours des exceptions. Alors, bien évidemment, il y a la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux auxquels il s'est substitué pour des manquements aux règles de sécurité. Il y a la faute intentionnelle de l'employeur et de ses préposés, quand on a à la fois un acte ou une omission volontaire et une intention de nuire. Il y a les cas un peu particuliers de la faute de l'employeur ou de ses préposés dans le cadre d'un accident de trajet. Il y a aussi la faute de l'employeur ou de ses préposés dans le cadre d'un accident de travail, mais survenu dans le cadre particulier d'un accident de la circulation. Et il y a, bien évidemment, la faute d'un tiers qui va donc nous occuper un moment ce matin. Très bien, merci Maître. Je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils ont la possibilité de nous poser leurs questions via le chat. On y répondra dans une deuxième partie de ce webinaire. Et pour les questions auxquelles on ne pourrait pas répondre, soit parce qu'elles demandent une recherche particulière, soit parce que nous n'aurons plus le temps, nous y répondrons en contactant les personnes intéressées. Donc, merci Maître de cette introduction. Alors, par conséquent, si j'ai bien compris, il existe de nombreuses exceptions au principe selon lequel la victime ou ses ayants droit ne peuvent pas demander réparation de leur préjudice, et la faute d'un tiers n'est qu'une exception parmi d'autres à ce principe. Mais alors, exactement. Comment définit-on le tiers? Alors effectivement, comment définit-on le tiers? En réalité, le Code de la sécurité sociale ne nous donne pas de définition précise. On comprend de l'article 454.1 qui nous dit si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, donc la victime conserve la possibilité d'une action en droit commun. Donc la première approche pour comprendre la notion de tiers, c'est toute personne autre que l'employeur ou ses préposés. C'est-à-dire c'est une personne étrangère à l'entreprise, donc bien évidemment pas
salarié, un autre préposé dans l'entreprise, fut-il factuellement tiers au moment de l'accident. Donc, si je comprends bien, le fait que le tiers doit être une personne extérieure à l'entreprise, extérieure à l'entreprise pour laquelle la victime travaille, c'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante, puisqu'il faut qu'en plus, cette personne extérieure à l'entreprise n'effectue pas un travail en commun avec la victime au moment de l'accident. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Il y a effectivement cette notion de travail en commun avec la victime qui apparaît lorsque plusieurs entreprises travaillent ensemble. Il s'agit plus précisément de travail, d'opérations qui sont faites lorsqu'il y a une direction unique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une direction unique? La Cour de cassation le définit de manière assez précise, puisqu'elle nous dit qu'une direction unique dans le cadre d'un travail en commun, c'est une concertation des représentants des entreprises concernées sur la façon d'accomplir une tâche déterminée de manière simultanée. C'est la définition jurisprudentielle habituelle. Alors, l'exemple, disons, le plus classique, eh bien, c'est ce qui se passe sur des chantiers de construction où plusieurs entreprises sont amenées à travailler ensemble et pour, par exemple, la réalisation d'un même lot, on fait un plan de prévention et les salariés des différentes entreprises travaillent ensemble, côte à côte, mais sous une direction unique. D'accord. Donc, dès lors que les critères du travail en commun sont réunis, comment est-ce que l'on doit considérer les salariés des différentes entreprises les uns vis-à-vis des autres? Oui, alors vous avez raison, c'est une notion bien précise. En fait, il s'agit de co-préposés occasionnels, puisqu'ils ne sont pas préposés dans l'employeur où aura lieu l'accident, ils sont co-préposés, mais en même temps, ils sont occasionnels, puisque c'est justement à l'occasion d'un chantier, d'une opération commune, d'un travail en commun qui les réunit. Et dans ce cas-là, effectivement, ils sont tous, disons, à égalité, en quelque sorte, face à ce principe d'immunité qu'on évoquait au début de notre entretien. Très bien. Alors, je m'interroge quand même par rapport au cas particulier des accidents du travail survenus à un salarié intérimaire. Ce dernier peut-il exercer un recours contre l'entreprise utilisatrice dans la mesure où celle-ci n'est pas son employeur juridique? Oui, David, c'est une bonne question, ce cas particulier, parce qu'effectivement, on pourrait croire que le tiers ne peut pas se retourner contre son employeur, qui est l'entreprise de travail temporaire. Il pourrait se dire, eh bien, moi, je vais me retourner contre l'entreprise utilisatrice. Mais là, la Cour de cassation est passée par là et nous a donné une réponse très précise. Ce n'est pas possible. Bien que l'entreprise utilisatrice soit considérée comme responsable des conditions d'exécution du travail, on ne peut pas considérer l'entreprise utilisatrice comme un tiers, et a fortiori comme un co-préposé. D'accord. Et il y a de la jurisprudence sur cette question. Alors, ça a oui, été tranché par la Cour de cassation. Tout à fait. Il existe un arrêt notamment du 30 juin 2010 de la deuxième chambre civile, puisque c'est elle qui, vous savez, qui intervient en matière de législation professionnelle. Très bien, merci. Merci pour ces explications concernant la définition de la notion de tiers. Donc, en synthèse, je crois que l'on a bien compris qu'un tiers, c'est une personne extérieure à l'entreprise de la victime qui n'effectue avec celle-ci aucun travail. Ça, c'est la première condition. Et la seconde condition, donc la première condition, pardon, c'est que la personne soit extérieure à l'entreprise. Et la seconde condition, c'est qu'elle n'effectue avec la victime, au moment de l'accident, aucun travail en commun, lequel suppose une direction unique et un intérêt commun. Et si cette seconde condition n'est pas réunie, à ce moment-là, on parle de coproposé occasionnel, ce qui fait obstacle à une éventuelle demande de réparation de la part de la victime contre l'auteur de l'accident. Exactement, c'est tout à fait ça. Très bien.
À présent que l'on a vu ce qu'était un tiers, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel but sa responsabilité peut être engagée et par qui cette responsabilité peut être engagée? Oui, alors effectivement, dans quel but? Eh bien, c'est d'obtenir réparation, disons, du dommage causé. Et là, effectivement, les dommages, les préjudices ne sont pas les mêmes suivant la personne. Je dirais pour la victime ou ses ayants droit, ils peuvent demander réparation du préjudice subi dans la mesure où celui-ci n'est pas réparé par la législation sur les accidents du travail. C'est ce que nous disait l'article L251.1. De son côté, la caisse primaire aussi a le droit de demander le remboursement des prestations qu'elle a versées à la victime et bien évidemment l'employeur qui a le droit de demander le remboursement des salaires et des charges sociales, des salaires et des accessoires, disons, du fait de l'absence de la maladie, de l'accident de son salarié. Alors évidemment, en pratique, si vous voulez, ces différentes actions, ce sera souvent devant une compagnie d'assurance qu'on les exercera ou qui sera mis dans la cause. Et c'est lui qui, s'il en existe un, bien évidemment, c'est lui qui devra prendre en charge le coût de ces différentes demandes. D'accord, donc on voit qu'il y a trois types d'actions possibles contre le tiers responsable de l'accident et les titulaires sont différents en fonction de l'objet de l'action en question. Tout à fait. Très bien. Alors maintenant, venons-en au cœur du sujet. Quel est, d'un point de vue des cotisations accidents du travail payées par l'employeur, l'intérêt d'un tel type d'action, puisque vous nous avez dit que l'employeur ne pouvait agir en responsabilité contre le tiers responsable de l'accident que pour récupérer les salaires et les accessoires de ces salaires, voire les charges y afférentes. Quel est l'intérêt pour l'employeur qu'un recours ait été exercé contre ce tiers responsable, puisque l'objet de son action n'est que de récupérer les salaires et les accessoires. En matière de cotisation, quel est son intérêt? Alors effectivement, il a un intérêt majeur puisque l'article 242 6.7 du Code de la sécurité sociale nous dit, je le lis, lorsque des recours sont engagés, donc les recours dont on vient de parler, lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des coûts moyens correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés ces accidents sont proratisés selon le pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou par voie contentieuse. C'est-à-dire que l'employeur peut se voir retirer le coût, ou du moins une partie de ce coût, si les deux conditions sont réunies. Alors d'abord qu'il existe un recours et d'autre part que ce recours aboutisse à un partage de responsabilité qui soit établi. Si ces deux conditions sont réunies, donc l'employeur peut faire retirer son coût. D'accord, mais théoriquement, les organismes de sécurité sociale doivent le faire spontanément. L'employeur ne devrait pas avoir à le demander. C'est bien cela. Vous avez raison, David, mais vous connaissez les organismes de sécurité sociale, ils n'agissent pas toujours de cette manière spontanée. Et c'est pour ça qu'à défaut qu'il l'ait fait, ce qui est quand même la plupart des cas, l'entreprise a le droit de demander le retrait de ce coût moyen en justifiant donc de l'existence de ces conditions. Donc c'est ce qu'elle fait en CARSAT dans le cadre d'un recours gracieux et c'est ce qu'elle peut faire si ce recours gracieux n'aboutit pas devant la CNITAT, la Cour nationale d'incapacité des accidents du travail, et depuis la réforme intervenue au 1er janvier de cette année, depuis la Cour d'appel d'Amiens. D'accord. Donc l'employeur peut donc échapper aux conséquences financières d'un accident causé par un tiers dès lors que la responsabilité de l'auteur de l'accident a été reconnue. Très bien, mais alors il existe malheureusement des cas où
le tiers à l'origine de l'accident n'a pas pu être identifié. Alors, existe-t-il dans ce cas un moyen pour l'employeur d'échapper néanmoins aux conséquences financières de l'accident? Alors oui, effectivement, le tiers souvent n'est pas identifié ou pas identifiable, et des dispositions législatives prévoient quand même une action possible, disons prévoit une possibilité pour l'employeur de ne pas supporter sur son compte employeur ses dépenses. Il s'agit des agressions lorsqu'elles sont commises avec des armes ou avec des explosifs. Voilà. Si le tiers est identifié, il y a généralement un recours. S'il n'est pas identifié, et donc il n'y a pas de recours, à ce moment-là, l'article D242-6-7 alinéa 5, je vous le lis, nous dit « L'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pas pu être identifié. » Et à ce moment-là, les dépenses correspondantes sont inscrites à un compte spécial et l'employeur peut demander l'inscription sur ce compte spécial des dépenses correspondantes. Alors, il faut bien évidemment que les deux conditions soient réunies, c'est-à-dire que le tiers ne soit pas identifié et qu'on soit en présence d'armes ou d'explosifs. Alors, par rapport à l'usage d'une arme, est-ce que le texte prévoit que l'arme en question soit une arme par nature ou par destination? Non, oui, alors le texte n'entre pas dans ces détails. En fait, il s'agit d'une construction jurisprudentielle et souvent, disons, ces agressions sont commises avec des armes par destination. C'est ainsi qu'on a pu juger armes par destination, par exemple des pierres, un jet de pierre, un briquet. J'ai plaidé récemment, on a eu gain de cause dans la CNITAT pour un jet de briquet. Ça peut être aussi un jet d'une coupe en verre. Donc les armes par destination sont bien considérées comme des armes au sens de l'article D242-6-7 alinéa 5. Et alors évidemment, reste dans l'ombre, en tout cas pour l'instant, la catégorie, disons, des tiers, des agressions commises par des tiers non identifiés, mais sans pour autant qu'il y ait eu armes ou explosifs. Très bien. Alors, nous avons donc vu les cas dans lesquels une action en réparation fondée sur le droit commun pouvait être exercée, l'intérêt que revêt cette action sur le plan des conséquences de l'accident sur les travail. Est-ce que vous pouvez nous préciser si les organismes acceptent facilement de retirer les accidents pour lesquels un tiers a été reconnu responsable et le cas échéant, les obstacles que l'employeur peut rencontrer? Oui, alors malheureusement, David, les organismes ne l'acceptent pas facilement, quoiqu'en réalité, sur l'ensemble des CARSAT en France, leur attitude peut varier et certaines sont plus ou moins exigeantes. Mais je dirais qu'on peut relever, disons, les obstacles qu'on rencontre habituellement. Alors, s'agissant d'accidents qui sont causés par un tiers, mais hors agression, à ce moment-là, il appartient à l'employeur de produire des justificatifs et évidemment, ça va dépendre du mode amiable ou contentieux de reconnaissance de la responsabilité du tiers. S'il s'agit du mode amiable, eh bien, souvent, il faudra produire l'accord de l'assurance sous forme de lettre, sous forme de protocole qui établit un partage de responsabilité 50-50, 60-30. Et si par contre il s'agit d'une décision judiciaire, il faudra produire le jugement. Avec un point quand même particulier, mais peut-être nous y reviendrons tout à l'heure, que souvent les organismes demandent à ce que les caisses primaires
ait été mise en cause par la victime, c'est-à-dire ait été partie au recours ou à l'instance du judiciaire qui a pu se nouer. Alors, il y a un autre cas où, dans ce cas-là, on est sur des agressions avec ou sans armes, et lorsque l'auteur est identifié. Alors, il s'agit souvent à ce moment-là du jugement qui reconnaît la responsabilité civile, voire pénale, de l'auteur de l'agression, et c'est ce que demandent les caisses, la CARSAT, pardon, et on peut à ce moment-là produire un jugement de tribunal correctionnel, un jugement de tribunal pour enfants, voire une ordonnance de rappel à la loi. Mais là encore, il faut savoir que les CARSAT demandaient, s'agissant de décisions judiciaires, que les caisses primaires aient été mises dans la cause. Alors, en l'absence, je précise qu'en l'absence d'action en réparation entreprise par la victime ou de poursuite pénale mise en œuvre par le parquet, on peut aussi avoir à produire une ordonnance d'alternative aux poursuites. Et enfin, le troisième cas où effectivement les caisses sont assez exigeantes, les CARSAT sont assez exigeantes et nous demandent des justificatifs, eh bien c'est le cas d'agression avec arme ou explosif, sans auteur identifié, hein, bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure. Et à ce moment-là, ils ont tendance, les organismes, à ne plus se contenter de la seule déclaration d'action du travail, mais ils exigent la copie du procès-verbal de dépôt de plainte. Et parfois, ils vont même plus loin pour faire établir la condition de non-identification d'un tiers, puisqu'ils demandent l'avis de classement sans suite pour auteur inconnu que l'enquête peut fournir, mais encore faut-il le demander, il n'arrive pas forcément très vite. D'accord, donc en fait l'exigence de la copie du procès-verbal de dépôt de plainte, c'est pour démontrer l'existence de la première condition, à savoir l'utilisation d'une arme, et l'exigence concernant l'avis de classement sans suite pour auteur inconnu, c'est pour établir l'existence de la deuxième condition, à savoir le fait que le tiers n'a pas été identifié, c'est ça? Tout à fait, c'est exactement ça. D'accord. Très bien, merci. Donc, je crois que concernant l'exigence dont vous nous parliez à l'instant, à savoir l'exigence portant sur la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie dans la procédure initiée par la victime contre l'auteur de l'accident, vous avez obtenu, il y a quelques temps de cela, assez récemment, des arrêts très satisfaisants de la Cour de cassation, puisque celle-ci a mis un terme aux exigences de certains organismes qui demandaient que les caisses primaires soient mises dans la cause par les victimes d'accidents du travail causés par un tiers. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces arrêts? Oui, alors c'est exact que pendant longtemps, disons, les organismes tenaient le raisonnement suivant. En fait, on a vu que pour que soient remplies les conditions de l'article 242.6.7 du Code de la sécurité sociale, donc il fallait deux conditions. Un recours, donc qui dit recours, dit souvent instance, quand on débouche sur une décision non pas amiable mais contentieuse, et il fallait un partage de responsabilité. Et donc, c'est à ces conditions que l'employeur peut faire retirer son compte, des dépenses afférentes, et faire rectifier son taux. Mais les organismes allaient plus loin et estimaient que la caisse devait être mise en cause dans la procédure, devait être attraite devant la juridiction saisie pour obtenir le remboursement de ses propres prestations. Elle devait être mise en cause ou ce qu'on dit aussi appelé en déclaration de jugement commun. Alors, ce raisonnement, la caisse le tenait. On a obtenu devant l'ACNITAT des décisions satisfaisantes en 2017, 28 juin 2017, l'année dernière en 2018, où donc la Cour nationale a considéré, s'en est tenu à la lettre du texte, et a considéré qu'il importait peu
que la caisse ait été appelée en déclaration de jugement commun, dans la mesure où les textes exigent seulement une reconnaissance de la responsabilité d'un tiers par voie amiable ou par voie contentieuse, sans aucune précision quant à l'opposabilité de cette décision aux caisses. Et cette jurisprudence de la Cour nationale, de la CNITAT, a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Et donc, effectivement, par des arrêts très récents, relativement récents, du 4 arrêt du 8 novembre 2018, la Cour de cassation, la deuxième chambre civile, s'est prononcée sur 4 cas et a rendu des arrêts très clairs où elle dit que l'accident du travail ne peut pas être imputé sur le compte employeur, quand bien même la caisse n'aurait pas été mise en cause. Elle a donc rejeté le pourvoi lancé par ces organismes, elle a donc confirmé la jurisprudence de la Cour nationale, et donc il n'y a pas besoin, il suffit que les deux conditions soient remplies, un recours et une reconnaissance de responsabilité, il n'est pas besoin de mettre que la caisse primaire ait été mise en cause à un titre ou à un autre. Très bien, mais écoutez, félicitations pour ces arrêts. Nous avons une question, alors ça va nous conduire à revenir un petit peu en arrière par rapport à la présentation de ce webinaire. Il nous est demandé ce qui se passe lorsque, enfin plutôt, est-ce que l'employeur est informé du recours fait par la caisse primaire d'assurance maladie contre le tiers? Alors, je précise que effectivement, l'employeur peut demander le retrait des dépenses de l'accident de son compte employeur dès lors qu'un recours contre l'auteur de l'accident a été engagé. Vous me confirmez que c'est quelle que soit l'origine de ce recours. C'est-à-dire que le recours ait été exercé par la victime, par la caisse primaire ou par l'employeur lui-même. Tout à fait, tout à fait. Il suffit qu'un recours ait été exercé. Et pour répondre à la première partie de vos questions, non, l'employeur n'est pas toujours informé qu'un recours a pu avoir lieu, qu'il ait été lancé par la caisse primaire ou par le salarié. Et, alors, comment doit-il procéder alors pour avoir cette information-là? À ce moment-là, disons, d'après les éléments qu'il a, souvent la déclaration d'accident du travail, il doit s'adresser à la caisse qui dispose d'un service spécial, le service du recours contre tiers, pour faire avancer le dossier et demander à la caisse si elle a procédé à des investigations et si elle a elle-même lancé un recours. D'accord. Et vis-à-vis de son salarié, évidemment, il a tout intérêt à ce que, dans la mesure du possible, s'il s'agit d'une agression, le salarié puisse porter plainte, déposer une plainte. D'accord. Donc, quand le salarié est encore dans les effectifs de l'entreprise, il est intéressant pour l'employeur d'interroger ce salarié pour savoir s'il a agi en responsabilité contre le tiers, que le tiers soit responsable d'une agression ou qu'il soit responsable d'un accident, j'allais dire plus banal, comme un accident de la circulation. Mais alors, que se passe-t-il lorsque le tiers n'est pas assuré? Et là, on pense notamment aux accidents de la circulation, puisque en matière d'agression, de toute façon, les assurances n'entrent pas en jeu. Que se passe-t-il en matière d'accident de la circulation, par exemple, lorsque le tiers n'est pas assuré? En s'agissant de son, je dirais, de ses cotisations accident au travail et de son compte employeur, ça ne change pas. Puisqu'à ce moment-là, disons, dès lors que les conditions sont réunies et qu'il existe un recours et un partage de responsabilité, il peut bien demander le retrait des dépenses de son compte employeur au prorata de la responsabilité qui aura été retenue. Par contre, effectivement, il a moins de possibilités pour le reste de son préjudice dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire du salaire et des accessoires, en l'absence de son salarié. Alors peut-être est-ce l'occasion aussi de rappeler aux employeurs qui nous écoutent qu'ils ont la possibilité d'agir contre les auteurs d'accidents du travail, mais également les auteurs d'accidents, j'allais dire, de la vie courante, pour se faire rembourser
des salaires et des accessoires, et puis également des charges sociales afférentes au salaire, puisque pendant que le salarié est absent, souvent il est opéré un maintien de salaire vis-à-vis de ce salarié. Donc ils ont la possibilité, les employeurs, de récupérer auprès de l'auteur de l'accident qui cause l'absence de leur salarié, ils ont la possibilité de récupérer ces sommes-là et de s'appuyer sur la responsabilité de ce salarié pour ensuite agir en matière de récupération des cotisations accident du travail. Donc ça me semble important de le rappeler. La reconnaissance de responsabilité du tiers a deux conséquences. Remboursement des salaires et accessoires, mais également remboursement, en tout cas, ne pas supporter le coût de l'accident du travail causé par un tiers. Oui, tout à fait. Vous avez raison de souligner ces deux directions différentes, disons, qui sont deux parties distinctes du préjudice global de l'employeur. Très bien. Nous n'avons pas eu d'autres questions, en tout cas via le chat. Donc, écoutez, je vous propose qu'on en reste là. Si jamais vous aviez d'autres questions à nous poser, vous pouvez encore les poser via le lien qui vous est indiqué sur la diapositive qui apparaît sur vos écrans. Donc, nous prendrons les questions, puis nous y répondrons ultérieurement, sans aucun problème, avec plaisir. Voilà. Nous vous remercions. Merci. À bientôt. Bonne journée, à bientôt.